Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans l'émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré aux ZFE, ces zones à faible émission censées interdire l'accès des véhicules polluants aux grandes métropoles et donc ainsi améliorer la qualité de l'air, un dispositif bancal depuis sa création qui devait être retoqué mardi par les députés qui ont finalement dû décaler le vote après les élections municipales suite au changement de l'ordre du jour décrété par l'exécutif, sujet politique clivant par excellence. Il se greffe à un agenda politique serré et subit la foudre de nombreux détracteurs. Derrière, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont en jeu et 2,7 millions de véhicules qui pourraient être remis en circulation. On fait le point avec nos invités autour de la table. En culture, la maison Victor Hugo nous présente le poète et romancier sous un autre visage, celui de décorateur, un passionné, talentueux, collectionneur et assembleur de génie qui voyait son intérieur comme la prolongation de son esprit génial. Vous allez voir, c'est une très belle découverte. On finira avec de l'art de vivre, direction une brasserie emblématique de l'art de vivre parisien, la brasserie Lippe qui a vu défiler un parterre de stars qui se mélangeait tous les jours avec les clients du quotidien autour d'une bonne blanquette. On en parle en fin d'émission. Lundi, les députés n'ont pas tranché sur les ZFE. Ils ont préféré reporter le vote à la période qui suivra les élections municipales. On va écouter Laurent Pannifou, ministre délégué en charge des relations avec le Parlement. Sur LCP, il a annoncé le report du vote sur le projet de loi de simplification. C'était mardi et il le dit, le point de blocage, ce sont ces zones à faible émission, autrement dit les ZFE. On l'écoute. Alors, je confirme que le vote sur les conclusions de la CMP est reporté. Je viens de l'annoncer au sénateur à l'instant. C'est pour une raison très simple. C'est que nous avons un texte qui compose de très nombreuses mesures qui sont très largement partagées et attendues notamment par le monde économique. Mais nous avons aussi dans ce texte une mesure qui fait blocage, les fameuses ZFE, zones à faible émission, et qui fait qu'à l'Assemblée nationale, il est clair, il ne peut que constater que ce texte ne va pas passer. Et donc plutôt que d'envoyer un texte, pardon de le dire de manière un peu triviale au casse-pipe à l'Assemblée nationale, il nous semblait plus opportun d'essayer de trouver un accord en amont avant d'amener trouver un accord en amont avec une deadline intégrant quand même la période des élections municipales. Ça dit quelque chose. On va en parler avec nos invités autour de la table. Wally Bordas, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste service politique pour le Figaro. Olivier Blon, président de Bruit Paris, délégué spécial au Conseil régional pour la santé environnementale. Et va nous rejoindre dans un instant Jean-Baptiste Pejon, conseiller régional écologiste et administrateur d'Île-de-France Mobilité. Wally, je me tourne évidemment vers vous. Laurent Pannifou le dit, ce qui coince, ce sont ces ZFE. Il y a un compromis qui était impossible en début de semaine à l'Assemblée nationale. Alors Laurent Pannifou nous prend un peu pour des jambons, parce que la vérité c'est que les choses ont été quand même assez claires lors du vote en première lecture à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale avait adopté ce texte de simplification de la vie économique avec la mesure supprimant les zones à faible émission. Donc quand il dit lundi soir sur LCP qu'il est très clair que ce texte ne va pas passer, ben non, c'est pas vrai, il n'est pas très clair que ce texte ne va pas passer. Alors ce qui est sûr, c'est que le vote aurait été très serré, parce que ça avait déjà été le cas lors de la première lecture. Je regardais tout à l'heure, il y a eu 23 voix d'écart, donc c'était quand même un vote très serré. Il y a eu des divisions dans la majorité à ce moment-là. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y avait eu un vote, donc il devait avoir lieu hier, c'était hier soir, le résultat aurait été en tout cas très serré, et il aurait été possible que les zones à faible émission soient supprimées et que le texte soit adopté. Donc. Ce qu'on comprend aussi, c'est que ce dispositif est assez bancal depuis sa création. Il suffit d'interroger les gens autour de soi, de leur parler de ces fameuses ZFE pour voir que c'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup d'incompréhension du grand public. Ça posait question finalement depuis la création des zones à faible émission. Oui, et puis le problème, c'est qu'on rentre dans une phase vraiment différente, puisque à partir normalement du 1er janvier 2025, donc il y a un an maintenant, les véhicules critères 3 doivent être interdits
en tout cas dans la métropole. Et en fait, ces véhicules, ils sont très nombreux. Il y en a plus d'1 million en Ile-de-France. Ça concerne beaucoup de gens. Tant que c'était la vieille voiture... Des épaves, vous pouvez le dire. Qui restait au fond du garage, bon, bah, ça passait. Là, et puis peut-être que c'était aussi socialement plus acceptable. On se disait, c'est vrai que ce véhicule a tant d'années, il est extrêmement polluant, je m'en sers relativement peu. Là, c'est les voitures du quotidien, finalement. Exactement. Et donc, ça pose un problème social majeur. Un problème économique majeur. Et puis, un problème de mise en œuvre, bien sûr, parce qu'une fois qu'on fait ça, il faut se dire comment est-ce qu'on fait concrètement. Donc, potentiellement sanctionner. Et toutes ces questions-là, qu'on voit venir depuis des années, parce que ce n'est pas du tout une surprise, c'est prévu, c'est annoncé, toutes ces questions-là, personne, en tout cas au niveau du gouvernement, n'a jamais apporté de réponse sérieuse. Ça a été mal anticipé. Et donc, on arrive dans le mur, les gens n'en veulent pas, et puis ça casse, c'est normal. Jean-Baptiste Pejon nous a rejoint, je le rappelle, conseiller régional écologiste et administrateur d'Île-de-France Mobilité. On va rappeler quand même le principe de ces zones à faible émission, puisque derrière, il y a une idée louable, celle de limiter la pollution atmosphérique, et donc d'améliorer la qualité de l'air. Est-ce que c'était la bonne méthode ? C'est pas trompé depuis le début ? Non, ce qui est sûr, c'est que effectivement, la mesure, si on avait dû la construire, on ne l'aurait pas construite exactement comme ça. Puisqu'en fait, comme souvent, on met en place une mesure, mais on ne pense pas à l'accompagnement social que va nécessiter cette mesure. Et on l'a vu parfaitement en Ile-de-France. Ce qui était plus parlant d'ailleurs que dans d'autres territoires. Puisqu'on a une mesure qui, de fait, exclut des dizaines de milliers de véhicules et sans solution. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que les écologistes avaient proposé par exemple, de maintenir les aides à la conversion, chose qui a été supprimée par le gouvernement au PLF 2025, d'avoir des aides pour le rétrofit, ou encore le leasing social qui n'a pas du tout été exploré. Pour tout ça, on proposait, nous, 1 milliard d'euros dessus. Et en plus de cela, on a une période où on a grandement besoin de soutenir la filière automobile française. Et donc là, on avait une opportunité de répondre à tous les enjeux. Exactement. Donc pendant que, par exemple, BYD s'implante sur les Champs-Élysées, nous, effectivement, on n'a pas de solution. Et en fait, on recule sans proposer d'alternative. Et je rappellerai juste qu'aujourd'hui, c'est extrêmement grave. On parle quand même de 40 000 décès prématurés par an à cause de la pollution. Et qu'en fait, c'est bien de parler de suppression, mais en fait, il faut surtout proposer des solutions. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'apporter. Ce qui est compliqué, c'est que les Franciliens le disent, ils ne comprennent pas. Je le disais tout à l'heure, c'est le cas d'Adeline. Elle est mère de famille en Ile-de-France. Elle a un véhicule, elle a des enfants, elle a besoin de l'utiliser au quotidien. Angélique Negroni a recueilli ses propos dans les colonnes du Figaro. On ne sait plus si on va pouvoir garder sa vieille voiture, s'il faut la revendre en amont, combien ça va nous coûter, comment s'organiser, comment faire au quotidien. C'est un vrai casse-tête pour les Franciliens. Et on voit que, vous parliez d'acceptabilité tout à l'heure, vous parliez évidemment de cette dimension sociale qui a été mal pensée, peut-être pas suffisamment anticipée. On se rend bien compte que derrière, le seuil d'acceptabilité n'est pas du tout atteint. Exactement. En fait, on a un problème. C'est-à-dire que en Ile-de-France, on manque de transport efficace, ou avec aujourd'hui, en fait, les nouvelles rames, par exemple, de train, de métro, en fait, tardent à arriver, avec aujourd'hui toujours plus de retard sur les nouvelles lignes qui devaient être aménagées du Grand Paris Express. Donc tout ça, en fait, ça fait défaut. Et d'un autre côté, on dit aux gens, abandonnez vos voitures, c'est maintenant, c'est l'urgence. Vous voyez bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc effectivement, on a besoin aujourd'hui de mesures qui permettent de moins polluer, qui permettent de préserver donc un environnement sain. Mais on a besoin, avant toute chose urgemment, de répondre à la crise sociale aujourd'hui qu'on voit, comme le quotidien de cette mère de famille, mais comme le quotidien de milliers de Franciliens en réalité. Avant de rappeler ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, un point sur les chiffres. 42 ZFE doivent être créées, si on en croit le statu quo. 25 d'entre elles sont déjà en vigueur. Ça oblige certains Français qui utilisent leur voiture quotidiennement à repenser complètement leur mobilité. Vous parliez tout à l'heure du Grand Paris Express. À d'autres de faire des achats de véhicules coûteux sans aide d'État. Oui, alors la situation, elle a évolué parce que justement le gouvernement a changé de fusil d'épaule au fur et à mesure en se rendant compte que c'était pas possible. Donc à un moment, il a dit, bon, peut-être qu'on va mettre les ZFE que dans les zones où il y a des dépassements des seuils réglementaires de qualité de l'air. Et en fait, il restait plus que 2 agglomérations. Paris et Lyon. Exactement. Donc tout le reste de la France était relativement tranquille. Pardon, mais ça crée quand même une inéquité terrible sur le territoire français, non ? Moi, donc je comprends cette logique parce que l'objectif, il est de lutter contre la pollution de l'air. Et c'est là où la pollution de l'air se concentre. Et donc, si c'est là où il y a de la pollution, c'est là où il faut concentrer les actions. Je suis d'accord avec ça. Il y a 2 problèmes. D'une part, effectivement, c'est un enjeu économique et social majeur parce que s'il y a 1 million de véhicules en Ile-de-France qu'il faut changer, allez, à la louche, 20 000 euros la voiture, bon, on peut discuter, ça fait 20 milliards. 20 milliards et qui va financer ça qui sont jetés à la poubelle. C'est soit les gens qui les payent, soit l'État, et personne n'a cet argent-là. Donc c'est pas possible.
au bout d'un moment, il faut le dire. Ce n'est D'où pas la proposition de leasing C'est social. absurde. Mais même ça ne suffit pas. Mais si, ça suffit. Mais- La proposition de rétrofit et de leasing social, justement, Le rétrofit, pour ça ne qu'il marche fallait faire pas. ça. C'est de la science-fiction. Oui, ce que mais vous en dites. fait, M. Blond, il faut arriver avec des propositions. Enfin, c'est bien d'avoir que des constats critiques, mais il faut proposer des choses. Mais le constat est quand pour même inquiétant. s'en sortir. Le constat est inquiétant, c'est pour Indépendamment ça qu'il faut des qu'on peut solutions. trouver ou non. Premièrement, c'est d'avoir des transports en Ile-de-France qui fonctionnent correctement. Là, effectivement, c'est pas le cas. Deuxièmement, d'avoir c'est des vrai. solutions pour les gens qui peuvent pas s'en passer, qui peuvent pas se passer de voiture. Et donc, effectivement, le leasing social fait partie de cette alternative. Aujourd'hui, effectivement, d'avoir que des achats de véhicules neufs, on comprend bien que ça ne va pas être possible, puisque qui va les garantir? Et puis même, en fait, on disait, on va faire des prêts à taux zéro, mais quand les gens peuvent pas, ils sont à 100 € près à la fin du mois, même voire 50 € près à la fin du mois, c'est sûr que se d'acheter une projeter, voiture à 20 000 €. bah, évidemment, ça n'a aucun sens. Donc, Alors je suis heureux que vous le disiez, mais en fait, à mon sens, vous passez à côté de la question. Parce que l'enjeu, c'est effectivement lutter contre la pollution de l'air. Et la solution, c'est pas la voiture. Je trouve étonnant que des écologistes en soient encore là. La solution, c'est les transports en commun. Mais c'est ce qu'on fait. mais j'ai commencé par ça, je vous ai Monsieur laissé Blanc. parler. C'est ce qu'on fait. En Ile-de-France depuis une décennie au moins avec Valérie Pécresse. On a créé des dizaines de nouvelles stations, de bus, de tramways, de métros. Un plus grand maillage du réseau. oui. On a amélioré la qualité du service et c'est, à mon sens, c'est ça la solution. C'est d'améliorer la capacité des gens à se Pour que les gens déplacer. n'aient pas besoin de racheter un nouveau véhicule. Et oui. Et là, si on diminue le besoin de voitures, eh ben on diminue la pollution sans avoir à faire payer des choses que personne ne peut financer ou empêcher des gens de se déplacer pour aller au travail ou aller faire leurs courses. Tant et si bien, Wally Bordès, que ça a soulevé un certain nombre de questions dont se sont saisis les députés, qui étaient proches finalement hier de faire disparaître ce dispositif. Par quelle habileté? Parce qu'on parle bien d'un vote définitif sur le projet de loi simplification. Ce n'était pas uniquement un texte de loi qui portait sur les ZFE. Tout à fait, oui. À la base, c'était un projet de loi pour simplifier la vie des acteurs économiques et principalement des entreprises en enlevant certains freins à l'investissement, certains freins que pouvaient connaître les que peuvent être les ZFE. Voilà, c'est ce qu'ont considéré en tout cas les députés. Il y a eu, en fait, tout a commencé lors d'une commission spéciale sur la simplification de la vie économique à l'Assemblée nationale. Donc c'est une commission qui a été mise en place avec certains députés. Et donc les Républicains, par le biais d'un député qui s'appelle Yann Boucard, et le Rassemblement national, par le biais d'un député qui s'appelle Pierre Meurin, ont proposé un amendement pour supprimer les ZFE. Un amendement qui a été largement adopté avec des voix, y compris venant de la gauche, des insoumis, et même certains écologistes qui admettaient que le dispositif En l'état ne fonctionnait pas. Voilà, en l'état ne fonctionnait pas, qu'il était discriminant pour une certaine partie de la population qui avait des difficultés financières, notamment pour changer de véhicule. Ça a été adopté en commission, c'est arrivé en hémicycle, ça a été également adopté en hémicycle. Les sénateurs ont dit la même chose et la semaine dernière, il y a eu une commission mixte paritaire, donc ce sont 7 députés et 7 sénateurs qui se retrouvent dans une petite salle comme ici et qui discutent des différentes... Nous sommes en commission mixte paritaire. Voilà, nous sommes en commission mixte paritaire du Figaro et qui se retrouvent et qui discutent des différentes options qui ont été votées à l'Assemblée et au Sénat et qui ont décidé d'un commun accord avec une majorité d'entre eux de supprimer, enfin de conserver ce dispositif de suppression des ZFE au sein de ce grand texte de simplification de la vie économique. Et donc effectivement, c'est cet accord issu de la commission mixte paritaire qui allait être voté à l'Assemblée et au Sénat. Sauf que le gouvernement a barré la route de ce scénario qui était plutôt écrit en changeant l'ordre du jour. Est-ce que ça c'est fréquent ? Ah non, c'est rarissime. C'est rarissime. C'est très simple. Là, de toute façon, on est dans un métaverse politique depuis beaucoup un an et demi, avec des nouveautés finalement quasiment toutes les semaines. Et moi, je les vis de près, étant correspondant parlementaire à l'Assemblée. Vous y passez beaucoup de temps pour le Figaro. Exactement. Et donc non, on ne voit jamais ça. Et si le gouvernement a fait ça, moi je l'analyse. Alors bon, Laurent Pagny-Fou peut dire que c'est parce qu'il n'y a pas de majorité sur ce texte, ce qui n'est pas vrai, mais moi je l'analyse plutôt parce que voilà, on a en ce moment quand même des macronistes en grande difficulté qui voient leur bilan complètement détricoté, la réforme des retraites qui a été suspendue il y a quelques semaines, des impôts qui augmentent alors qu'ils avaient fait de la non-augmentation des impôts, voire de la baisse des impôts. Les ZFE, c'était un projet de la Macronie ? Les ZFE, c'était un projet de la Macronie, tout à fait. Dans ce texte, il y avait aussi le zéro artificialisation nette qui a été supprimé aussi. Donc en fait, là, c'était la fin de leur bilan écologique
entre guillemets, s'il y avait l'adoption de ce texte. Donc je pense que Emmanuel Macron et son entourage avaient tout intérêt à avoir reporté le vote de ce texte. Et si vous voulez mon avis, je pense que plus qu'un report, c'est un enterrement. Je pense que, à mon Moi, avis... ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est que je me suis dit, on reporte après les municipales. Tiens, donc, ça montre que c'est un sujet qui est éminemment politique, qui est clivant, qui aurait pu s'inviter donc dans les discussions et les campagnes pour les élections municipales, notamment à Paris, en Ile-de-France, où on sait que ça va être musclé. Je pensais simplement que c'était une manière de se dire, oula, pour l'instant, on le met de côté et puis on se repenchera tranquillement après. Oui, je pense que c'est une bonne excuse, en tout cas, de se dire, voilà, les différents candidats vont pouvoir faire campagne et on va laisser ça de côté pour l'instant. Moi, ce que je pense, c'est que... on n'en reparlera jamais. Sébastien Lecornu a promis on a eu la voix de son entourage qui a dit qu'ils allaient rediscuter des possibilités pour inscrire ce texte lors du jour de l'Assemblée, enfin ce vote lors du jour de l'Assemblée. On a aussi eu des échos de macronistes qui disent qu'il va y avoir des renégociations autour de ce texte. Oui, j'ai vu, pour essayer de tomber sur une sorte de texte accord commun qui permettrait d'arriver à un vote en fait, c'est soyez d'accord avec nous ou alors on retire le texte. C'est-à-dire enlevons la suppression des ZFE, sinon le texte ne sera jamais voté. Et donc les ZFE restent si le texte n'est pas voté. Oui, tout à fait. Olivier Blanc. Elle reste, mais elle n'existe pas. En fait, c'est tout le paradoxe, c'est que c'est une mesure qui n'est pas appliquée. C'est-à-dire, en tout cas en Ile-de-France, la métropole a bien clairement dit, bon, ça rentre en vigueur au 1er janvier 2025, mais vous inquiétez pas, on ne va pas mettre d'amende, on ne va pas contrôler. Personne n'a reçu de sanction en Ile-de-France pour avoir... on est dans une phase pédagogique. Cette phase pédagogique, elle va évidemment perdurer. Et donc, en fait, la ZFE, en tout cas pour les critères 3, qui sont vraiment le cœur du sujet, ça n'existe pas. Est-ce que c'est au moins désincitatif ? Ceux qui se disent, je vais essayer d'éviter Paris. Moi, je trouve que ça discrédite la parole publique. C'est qu'on a une mesure qui est quand même symbolique, alors trop symbolique à mon sens, mais on a une mesure qui est symbolique et qui n'est pas appliquée. Donc, est-ce que l'État promulgue des lois et ne s'occupe pas de les mettre en œuvre ? Dans ce cas-là, il ne faut pas les mettre en œuvre, ou alors il faut les faire autrement. Mais on est sur un truc qui ne marche pas. Sachant que si on rappelle le fonctionnement du statu quo, Jean-Baptiste Pejon, chaque ville décide de la mise en œuvre, c'est ça ? Là, en tout cas, le statu quo qui est proposé, mais j'aimerais juste te dire quelque chose, c'est quand même, on a une approche par le discours, c'est ce qu'on appelle une analyse en action publique, on dit l'approche discursive de l'action publique, c'est très important déjà par le discours de poser ces termes-là. On voit d'ailleurs la politique appliquée par la mairie de Paris fait que depuis 10 ans, on a baissé de 40% la pollution de l'air. Donc en fait, ça c'est des chiffres concrets et c'est extrêmement important. On voit qu'en fait, pas uniquement des ZFE. Non, mais c'est en fait c'est un ensemble, globale. Mais c'est une politique globale, d'ailleurs de recul sur la voiture individuelle, d'aménagement de l'espace public, de la promotion au vélo, de la promotion de la marche piéton, etc. Donc ça fonctionne. Et effectivement, juste rajouter à l'analyse, c'est qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on est en pleine période électorale, où on a par exemple à la mairie de Paris, Rachida Dati qui se présente, qui est au gouvernement, soutenu par LR, soutenu par Valérie Pécresse, Sébastien Lecornu, Maud Bréjon, du coup à la mairie de Paris, qui ne veut pas de la ZFE, mais avec un gouvernement qui le soutient, puisque Sébastien Lecornu soutient cette ZFE. Donc vous voyez bien que si le texte était arrivé en fait cette semaine, on était comme dans un embroglio à 3 jours d'un meeting. Ah non, mais je dis juste, je pense qu'elle a quand même bien négocié les choses, puisqu'elle arrive toujours à rester au gouvernement tout en étant candidate à la mairie. Elle nous a promis que ça n'allait plus durer longtemps et qu'elle rentrerait je sais pas, mais moi les promesses en politique, je préfère les actes aussi, comme les citoyens. Mais là, je pense qu'on a quand même quelque chose, effectivement, à analyser politiquement. Et je dis juste qu'aujourd'hui, c'est important quand même de maintenir cela, tout en disant, en fait, il nous faut des solutions. Et en fait, on voit que le problème, il est sur les besoins sociaux. Donc c'est pour ça que je vous disais les solutions en leasing social, en rétrofit, en changement de véhicule, mais avant toute chose, et là je rejoins Monsieur Blond, c'est qu'évidemment il nous faut des transports de qualité qui fonctionnent, et on le voit aujourd'hui sur la ligne du RER A, RER B, RER C, tous les jours, c'est une catastrophe pour les habitants qui malheureusement doivent prendre leur véhicule parce qu'ils n'ont pas d'alternative, ils n'ont pas une ligne qui fonctionne bien. Heureusement, ça va se débloquer après 2030, on espère. On va évidemment revenir sur la question sociale qui est un point extrêmement important. Je vois que vous vouliez réagir. Oui, parce que
l'enjeu, c'est la lutte contre la pollution de l'air. C'est quand même le but de cette C'est mesure. la raison pour laquelle on a mis en place ces ZFE. Et vous avez raison de signaler que la pollution de l'air a fortement diminué, à Paris, moins 40%, mais en fait, dans toute la région. Merci de plébisciter la politique parisienne de la mairie de Paris. Mais en fait, pas sûr que ça soit l'intention. Pas sûr que ce soit. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que à l'échelle de toute la région, on a moins 40%. Donc ça veut dire que ce n'est pas les efforts de la mairie de Paris en particulier, c'est une transformation globale, notamment par tout ce qu'on fait sur les transports en commun. Mais la ZFE, typiquement, a un impact régional. À l'intérieur de la MGP, oui, tout à fait. Mais effectivement, on a une diminution très forte, moins 40%, moins 45% globale sur tout le territoire et pas que à Paris. Donc c'est pas que à Hidalgo. Mais on ne peut que se réjouir que la qualité de l'air s'améliore. C'est une très bonne nouvelle. La question, c'est dans cette tendance très positive, très heureuse. Qu'est-ce qui marche, c'est ça? Quelle est la part de la ZFE? Et il y a un texte de Airparif qui a été publié au début de l'année 2025 qui dit la suppression des critères 3. Donc c'est vraiment encore une fois le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'elle aurait comme impact en termes de pollution de l'air? Elle diminuerait de 4% les émissions de NO2 et de 1% les émissions de PM2,5. Donc on voit qu'on est sur une mesure qui est hyper symbolique, au sens très politique, très discuté, mais qui dans les faits est assez marginale, puisqu'on a 99 ou 96% de la baisse qui ne vient pas de cette mesure, mais qui vient de toutes les autres mesures. Et donc, alors encore une fois, transport en commun, vélo, télétravail. Remplacer cette ZFE? Il y a plein d'autres choses pour lutter contre la pollution. Indépendamment de ce qu'on a cité là, et bien sûr des efforts à faire sur les transports en commun. Bien sûr. Continuer à renforcer les transports en commun, encourager le télétravail quand c'est socialement acceptable, améliorer tous les systèmes de livraison qui aujourd'hui deviennent un enjeu majeur en termes de pollution de l'air, évidemment renforcer encore le vélo, etc. Et puis toutes les autres sources de pollution, parce qu'il n'y a pas que les transports, c'est tout ce qui est chauffage urbain qui, en Ile-de-France, est majoritaire en hiver sur la pollution, tout ce qui est pollution industrielle qui est... Parce que là, on parle beaucoup des mobilités, mais c'est vrai, donc beaucoup de... Et si on se dit, l'objectif, c'est pas de tuer la voiture, peut-être même d'encourager l'industrie française, parce que évidemment je soutiens, mais c'est de lutter contre la pollution, et bien, il faut regarder toutes les sources, et il faut regarder quels sont les meilleurs moyens, et désolé, la ZFE ne fait pas partie des meilleurs moyens pour lutter contre la pollution. Est-ce que c'est aussi ce qui était en discussion? Je vous donne la parole dans la foulée. Est-ce que c'est ce dont parlaient les députés, du manque d'efficacité effectif aussi des ZFE quand elles sont appliquées, même si on voit que c'est difficile de le mettre en œuvre et de contrôler? Oui, tout à fait. Et ce qui ressortait aussi, je trouve, c'était... et ce qui ressort de manière générale, dès qu'on parle des enjeux écologiques à l'Assemblée nationale, c'est la contrainte. La contrainte qui est là, en l'occurrence, mise sur les automobilistes, mais sur d'autres textes, comme ça a pu être le cas sur la loi du plomb, notamment sur les agriculteurs. Et j'observe ces dernières années à l'Assemblée nationale, et notamment depuis la dissolution et au vu de la nouvelle composition de l'Assemblée, que dès qu'il y a un débat sur les enjeux écologiques, il y a une majorité de députés qui soulignent la contrainte qui peut peser sur une partie de la population. Est-ce qu'on n'est pas obligé de supporter une partie de cette contrainte si on veut faire des efforts en matière d'environnement? Probablement, mais eux, en tout cas, ne le pensent pas. Voilà, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une majorité claire de l'Assemblée nationale qui décrit cette contrainte systématique. Voilà, exactement, et qui pointe du doigt toutes les politiques écologiques qui ont pu être faites ces dernières années. Jean-Baptiste Pejon. Non, mais moi, je veux vous dire, ce qui me met assez en colère, c'est qu'on parle de la contrainte, on parle de 4%, 1%, on a l'impression que tout ça ne sont que des chiffres anecdotiques. Mais en fait, d'ailleurs, on parle de la vie des gens. Et en fait, comme pour la loi du plomb, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de 40 000 morts prématurées en France, 8 000 en Ile-de-France, en fait, ce sont des vies de gens. En fait, ce sont des vies de gens, ce sont des gens en bonne santé, pour des personnes âgées, pour des personnes fragiles, pour les femmes enceintes avec des fœtus qui sont gravement impactés, c'est Parkinson, c'est des cancers. C'est tout ça, en fait, dont on parle derrière. Donc, en fait, j'entends le truc, la contrainte, ouais, mais on perd un point d'économie, ainsi et tout. Mais en fait, aujourd'hui, l'écologie derrière, souvent, c'est des enjeux de santé publique, c'est la vie des gens. Et en fait, les gens qui habitent aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qu'on disait au moment où on demandait la baisse, heureusement qu'on l'a faite, sur la réduction du trafic et de la vitesse sur le périphérique, c'est qu'en fait, les gens qui habitent en périphérie, ce sont les gens les plus pauvres, ce sont déjà des gens qui sont frappés au quotidien par un manque de pouvoir d'achat, par des contraintes chaque mois de galères, etc. Et ce sont les mêmes qui subissent les enjeux de pollution. Donc en fait, aujourd'hui, il faut quand même se poser la question de, en fait, quel est le niveau de contrainte pour, en fait, quel est le coût de la vie des gens? Quel est le bénéfice? Mais évidemment, combien coûte la vie des gens? Et ben en fait, ça n'a pas de prix. Et en fait, il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, il faut prioriser la vie des gens.
Et je pense qu'on doit remettre ce débat au cœur des choses et pas juste le débat politique-politicienne de je récupère des parts électorales en racontant que je vais vous redonner de la liberté, etc. Sur la question sociale, j'aimerais qu'on écoute Alexandre Jardin. Il était l'invité de Point de vue sur le Figaro TV et il a parlé de ségrégation sociale. On l'écoute et on en discute. Il y a un problème de République. On ne peut pas fabriquer des sous-citoyens. On ne peut pas dire aux gens qui ne peuvent pas changer de véhicule, vous n'aurez pas accès aux villes. En fait, on ne peut pas organiser la ségrégation sociale. Et on ne peut pas non plus dire à ces gens-là, vous pourrez rentrer dans les villes sous autorisation administrative. C'est à peu de choses presque dit Pierre Meurin. On se rend compte qu'il y a quand même une question sociale qu'on a abordée à de nombreuses reprises dans cette discussion et qui pose des questions importantes pour ceux qui nous écoutent, qui ont besoin aussi d'être rassurés sur ce que ça peut vouloir dire demain pour eux. Admettons qu'on reste sur un statu quo et qu'on ne vote pas ce texte, que finalement les ZFE continuent à exister. Est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait une aide d'État à l'achat de véhicules propres? Olivier Blanc. Alors, encore une fois, si on reste sur le statu quo, oui. Il n'y a pas d'obligation factuelle de détruire son véhicule critère 3, puisque la mesure n'est que incitative. D'ailleurs, les contrôles et les radars qui devaient être installés n'ont pour l'instant pas été a priori, installés. il n'y en aura pas, vu le contexte politique. Donc je pense qu'il faut rassurer un certain nombre de personnes. Ils peuvent continuer à rouler. Encore une fois, c'est bizarre de dire qu'il y a une loi qui existe, mais en fait, vous allez faire comme si elle n'existe pas. C'est l'absurdité de ce texte. C'est que, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un texte qui n'est pas appliqué et donc je pense qu'il pose un discrédit sur la parole publique. Mais encore une fois, pour être super clair, je pense qu'il n'y aura aucun impact dans les années qui viennent. Après, est-ce qu'il faut aider les gens à acheter des nouvelles voitures? Je pense qu'il faut les aider à se déplacer. Donc il faut, encore une fois, je creuse mon sillon. Les transports en commun. Exactement. Il faut développer au mieux les transports en commun, les rendre accessibles au plus de monde possible, les rendre les plus confortables, les plus fréquents, etc., les mieux possibles. C'est ce qu'on fait à la région. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait et on a un bilan qui est très fort. Après, pour celles et ceux qui veulent acheter des nouvelles voitures, je pense que c'est une bonne idée d'accompagner cette décision parce que, c'est un coût pour des ménages modestes qui est hyper important. Puis deux, c'est même vrai, pour des ménages un peu plus aisés, ça reste un achat important. Et puis c'est vrai que ça fera marcher l'industrie automobile, tant mieux. Qui en a, on le répète, bien besoin. Jean-Baptiste Pejon, sur le fait de limiter les ZFE à ces métropoles qui sont les plus touchées par une qualité de l'air dégradée, comme le disait Olivier Blanc tout à l'heure, Paris et Lyon. Est-ce que vous y êtes favorable ou vous trouvez que ça creuse ce phénomène d'inéquité sociale ? Il y a d'autres territoires qui sont touchés, donc en fait, est-ce qu'il faut se concerner que sur ces territoires? Par contre, je pense qu'effectivement, il faut avoir une réflexion plus globale en fait sur l'avenir de la mobilité en France, c'est-à-dire évidemment par le développement du ferroviaire, ça on l'a évoqué, et pas évidemment que dans les tissus denses urbains. Je pense qu'on a un gros sujet là-dessus, par le développement aussi d'autres types de mobilité, comme évidemment le vélo qui revient de plus en plus dans les villes, mais aussi, on le sait, aujourd'hui, il y a des territoires qui vont pas pouvoir passer par là, puisque aujourd'hui on a un phénomène où évidemment on a aussi beaucoup de territoires très périurbains ou de ruralité où en fait on peut avoir besoin d'une voiture pour se déplacer. Moi je pense qu'aujourd'hui des aides au remplacement de véhicules ça peut être intéressant, mais il faut les cibler et notamment les cibler sur aujourd'hui des gens qui en ont essentiellement besoin, des artisans, des infirmiers, infirmières, des médecins, des gens qui vont avoir besoin de s'en déplacer dans leur fonction professionnelle ou alors des gens qui effectivement sont très éloignés de par leur situation d'habitation. Et qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser et qui n'ont pas un d'autre véhicule. choix. Mais il y a aussi des solutions, comme je le dis, qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont moins énergivores, comme le rétrofit, le leasing social, qui sont évidemment beaucoup plus accessibles. Donc tout ça, ce sont un panel de solutions qu'il faut développer. Et qu'il faut explorer. Et qu'il faut explorer, évidemment. Mais avant toute chose, il faut évidemment réduire l'usage de la voiture, réduire l'usage des déplacements extrêmement carbonés, c'est pas nécessaire, et qui doit aussi passer plutôt par une incitation par le poids, par exemple, des véhicules, ce qu'on a fait, par exemple, sur le stationnement pour les très gros véhicules. En fait, de sorte à ce que ce soit les gens les plus aisés qui contribuent puisqu'ils achètent des plus grosses voitures et donc les gens qui effectivement ont des anciens véhicules qui ne peuvent pas remplacer tout de suite, qui soient moins impactés. Ça aussi, c'est une mesure sociale. Wally Bordas, une dernière question sur ce calendrier. On va suivre justement s'il y a ou non report de ce vote de loi. Vous disiez peu optimiste. On imagine que ceux qui avaient défendu ce texte vont se battre pour que ça soit de nouveau à l'agenda politique.
Oui, Pierre Meurin, hier, que vous citiez tout à l'heure, député RN, a posé la question au gouvernement pendant la séance des questions au gouvernement, justement, et de manière assez véhémente, et en montrant toute sa colère d'avoir vu ce vote annulé. Et Mathieu Lefebvre, le ministre délégué à la transition écologique, qui a été nommé il y a peu, d'ailleurs, sous Sébastien Lecornu, a répondu de manière très claire et beaucoup plus claire que l'avait fait Laurent Panifou la veille, non pas sur la date du vote et la possibilité que le texte revienne, mais sur les attaques de Pierre Meurin en disant, écoutez, est-ce que finalement vous souhaitez que vos enfants soient malades? Est-ce que vous souhaitez que l'air soit moins pollué? Et encore une fois, deux discours qui ont du mal à coïncider. Et cette réponse, ce qu'elle dit, en gros, c'est que le gouvernement ne souhaite pas que ce texte soit adopté tel quel, en tout cas. On rappelle évidemment votre ouvrage Palais, Bourbier, Wadi Bordas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour discuter de ce sujet en plateau. Et on suivra évidemment ce dossier dans l'émission. On continue tout de suite avec l'entretien culture. Vous connaissiez Victor Hugo, poète, dramaturge, romancier, auteur des chefs-d'œuvre que sont Notre-Dame de Paris ou encore Les Misérables. Mais la maison de Victor Hugo, dans le 4e arrondissement, nous propose de découvrir une autre facette de l'artiste, celle d'un décorateur de talent. J'étais né pour être décorateur, dit-il. Lui qui voyait son intérieur comme un prolongement de son esprit et de sa créativité. On en parle avec vous, Gérard Audinet. Vous êtes directeur du musée et commissaire de cette exposition. On entre un peu dans la tête du Hugo décorateur, pénètre dans son esprit et on essaye, au travers de cette exposition, de comprendre sa méthode et de voir comment l'artiste qu'il était, finalement, influe sur le décorateur qu'il était également. C'est tout à fait ça, bravo. Oui, c'est étrange, c'est le Victor Hugo qu'on attend le moins, parce que, comme vous l'avez rappelé, on pense à l'écrivain, à l'homme politique, au dessinateur aussi beaucoup aujourd'hui. Mais le décor a joué une grande place dans sa vie, parce que c'était un amoureux des objets les plus insolites, les plus incongrus, les choses jamais vues, et qu'il a assemblé. Alors son grand œuvre décorative, bien sûr, c'est sa maison d'exil à Guernesey, parce que là, il fallait recréer une vie, recréer un univers, ramener toute sa mémoire, tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Et comme c'est la seule maison dont il était propriétaire, il avait la quartier libre, il pouvait faire carte blanche. Voilà, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et donc il ne s'en est pas gêné. Et c'est une maison qui est à la fois une autobiographie, un testament. C'est vraiment toutes ces idées, ces convictions. Est-ce que dans sa manière d'avoir décoré, par exemple, cette maison, mais d'être un décorateur, on retrouve le Victor Hugo romancier, poète, écrivain ? Alors toujours un peu chez Victor Hugo, les choses communiquent de façon un peu souterraine comme ça, mais on voit les idées, les thèmes ressortir, soit dans la littérature, soit dans le dessin, soit dans le décor. Et c'est vrai que la maison, alors il faut le décrypter parce que lui, il nous dit très peu de choses. Quand il est artiste visuel, il parle plus. Heureusement que les journalistes qui ont écrit son portrait ont pu documenter aussi ses intérieurs, nous le raconter et nous donner à voir ce qu'était l'intérieur de Victor Hugo. Oui, c'est vrai qu'on a essentiellement des témoignages écrits pour ce qui est des appartements avant l'exil et même après l'exil. La seule chose qu'on tienne vraiment dans nos mains, c'est Hauteville House à Guernesey, avec ses idées religieuses, ses idées politiques, ses idées littéraires, dans un univers qui est complètement rempli. Le principe Victor Hugo décorateur, c'est faire une double peau dans le cube d'une pièce, en faisant contraster des matériaux et en nous racontant des histoires comme ça qu'il faut un peu décrypter et deviner souvent. Vous avez créé un parcours en 12 étapes pour raconter ce Hugo décorateur. Et on commence dans une première salle où on découvre un Hugo collectionneur d'objets, aussi étrange que beau. Il n'était pas uniquement collectionneur, il était aussi créateur d'espace et d'univers. C'est ce que vous venez de nous raconter, en assemblant des objets qu'il met en scène finalement, on peut dire ça, c'est presque théâtral. C'est assez théâtral, oui, mais c'est une grammaire assez précise, et c'est des lois de contraste, il fait tout contraster. On retrouve cette grammaire d'ailleurs selon les différents lieux qu'il a habités et décorés. Oui. À Guernesey, ça devient proprement hugolien, c'est vraiment son esprit qu'il met en scène. C'est ce qui fait que cette maison est complètement fascinante. Et on découvre ça de manière encore plus prégnante, et vous l'avez dit, à Hauteville House, c'est la maison d'exil de Victor Hugo à Guernesey. C'est un lieu finalement qui le raconte bien, qui serait une sorte d'autoportrait de Victor Hugo. C'est un autoportrait et une autobiographie, ça raconte tout. Alors on n'a pas pu
ramener Haute-Villaos à Paris. Mais oui, d'un point de vue logistique, ça aurait été compliqué. C'est un peu compliqué. Mais il y a beaucoup d'objets qui en viennent, beaucoup de photos, des photographies anciennes qui montrent vraiment la création de Victor Hugo. Et ce goût très sûr. Et puis des objets qu'on a sortis des réserves, des choses un peu exceptionnelles, comme un paravent japonais qu'on a restauré pour l'occasion, qui est absolument sublime et très étonnant. Voilà, et d'autres surprises comme cela dans l'exposition. On se rend compte aussi que c'était un vrai passionné, parce qu'indépendamment de ses objets et de ce goût pour la décoration, il dessinait notamment des éléments décoratifs. C'est vraiment une matière qui l'intéressait, qui le passionnait. Oui, ça le passionnait. Et justement, c'est ce qui montre, cette circulation d'idées chez lui qui passe du décor au dessin à la littérature. Parce qu'il y a un dessin qui est une femme nue sur son canapé, mais on retrouve le passage en fait dans L'homme qui rit. Donc il y a des parallèles, des sortes de chemins de l'un à l'autre. Voilà, et c'est une chose qu'il a vue depuis son balcon. Voilà, donc les choses se lient, se nouent ensemble. C'est assez amusant et fascinant à regarder. Dans une seconde salle, vous nous présentez ces adresses parisiennes. Elles sont nombreuses. Rue de Vaugirard, Notre-Dame-des-Champs, rue Jean Goujon, Place Royale ou encore rue de la Tour d'Auvergne. On se rend compte à quel point les journalistes qui l'ont rencontré, je le disais tout à l'heure, ont noté chez Hugo ce goût pour la décoration et ont été bluffés, il faut le dire, par son intérieur. Oui, c'était un passage obligé dans les revues de l'époque. Quand on écrivait sur un écrivain, il fallait absolument décrire son appartement. Les gens étaient donc c'était un style aussi journalistique d'époque. Oui, les gens voulaient absolument savoir comment c'était fait chez les... C'est une forme de curiosité un peu mal placée. Voilà, non, c'est bien. Rentrer dans l'intimité des écrivains. Et on se rend compte d'une différence. C'est vrai que les premiers appartements de Victor Hugo sont un peu un manifeste du romantique. Il est le chef de file, il faut que les œuvres des copains soient sur les murs et voilà, l'effet de groupe du romantisme. Après, ça devient plus personnel. Et puis, il affine son goût en matière de décoration. Et puis surtout, en un quart de siècle, il amasse quantité d'objets, de céramique, de meubles de laque, de paravents, d'argenterie. Alors il faut agencer tout ça. Et on note, vous l'avez dit, une grammaire qui lui est propre, des compositions par ensemble, des plafonds magnifiquement décorés et des mélanges de matériaux qui se répondent. On doit malheureusement accuser le coup avec la dispersion d'un certain nombre d'objets. Suite à la vente de son mobilier imposée par son exil en 1852, on a perdu un certain nombre de trésors. On a perdu l'essentiel, oui, une très très grande partie. Ce qu'il a pu conserver, d'ailleurs, a été transféré à Haute-Villaos quand il a acheté la maison. Il s'en est servi pour l'aménagement. Le reste a un peu disparu. Des choses ont été rachetées par certains amis qui sont arrivés au musée aussi. Par miracle, il y a quelques années, j'ai réussi à acheter une petite table qui était passée à cette vente parce que le collectionneur fou, comme on les adore, tenait des archives très précises et donc il y avait Génial. C'était traçable. Voilà, je me suis dit, mais ça, j'y crois pas. L'historique des ventes. Voilà. La troisième salle est consacrée à Juliette Drouet, sorte d'ode à l'amour et de symbiose décorative. Ses appartements reflètent le même goût et la même passion pour la décoration. Et il a d'ailleurs créé pour elle des panneaux gravés et peints d'inspiration chinoise. Il a mis en valeur également des porcelaines absolument magnifiques, auxquelles elle tenait beaucoup. Est-ce qu'on peut parler de parallélisme entre leurs deux intérieurs ? Obligé. Il faut absolument pour Victor Hugo qu'il y ait un parallélisme entre la maison de Juliette et la sienne propre. C'était qui Juliette pour lui ? Alors, c'est dur. C'est pas politiquement correct, mais c'est vraiment, on est obligé. Vraiment sa seconde épouse. Et d'ailleurs, c'est une manière de consacrer cette seconde épouse, ce parallélisme en matière de décoration. La maison de Juliette, il l'appelle Hauteville 2, ce qui dit bien ce que ça veut dire. C'est sa deuxième maison. Et les maisons de Juliette ont toujours été le prolongement de la sienne. C'est là où il va s'installer, travailler, lire, faire son courrier, dessiner beaucoup. Donc il crée cet univers. Perçoit cet amour pour Juliette Drouet dans cette décoration parallèle, en symbiose ? Oui, parce qu'il fait une véritable œuvre d'artiste. Et c'est une œuvre qui est destinée à n'être pas vue, normalement. C'était un espace très intime qu'on ne montrait pas. L'histoire a fait que ces décors se retrouvent chez nous à la place des Vosges maintenant. Mais on s'en réjouit. Et puis, surtout, par cette application à toujours recréer chez lui quelque chose qu'il crée chez Juliette ou recréer chez Juliette quelque chose qu'il crée chez lui pour que ça communique. La quatrième salle est consacrée à sa famille, à sa manière de témoigner son amour par les arts et la décoration. Il offre par exemple à sa fille Adèle 2 dessins au cadre qu'il a peints lui-même. Il laisse à sa famille également la liberté d'aménager ses espaces.
il y met quand même un petit peu sa patte, mais on sent cette volonté d'ouvrir les vannes de la créativité pour chacun. Adèle confectionnera d'ailleurs de jolis cadres en velours. Son fils Charles lui achète des meubles, il peint sur les volets et les miroirs. Oui. Ils se prêtent au jeu et à la passion de leur père. Oui, c'est normal qu'il y ait des échanges comme cela, et ça montre que Victor Hugo... Mais on n'est pas tous capables de le faire. Tout le monde est très doué dans la famille Hugo, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bien, ça montre qu'il y a une complicité aussi, même si la famille ne voit pas forcément d'un très bon œil l'installation à Haute-Villa-Rose. Ils auraient préféré un exil dans une ville un peu plus vivante, un peu plus mondaine, à Londres. Mais Victor Hugo savait que là, il avait les conditions idéales pour travailler et faire son œuvre. On découvre également un Victor Hugo un peu plus solitaire dans une dernière partie de cette exposition, qui se replie sur lui-même. Dans sa salle de billard, il entrepose les objets qu'il continue d'acheter frénétiquement. C'est une sorte de collectionneur fou. Il ne s'arrête plus. Et ses petits-enfants appelaient cet endroit la Tour du Nord. Oui, et c'est le nom que j'ai donné à la dernière. Ça a été très mystérieuse. Elle était quand ils y vont en 78, lors du dernier séjour, elle était fermée depuis plus de 10 ans. Était fermée justement parce que la famille était un peu dispersée, l'avait un peu laissé seule dans sa maison, et que cette pièce de billard était le centre de la vie familiale. Donc plus de vie familiale, ils cadenassent la salle de billard, ce qui n'est pas du tout pratique parce qu'il faut sortir dehors pour passer dans les autres pièces. Mais voilà, ils ont fait une réserve, stockage, mais les objets qu'il n'utilisera pas dans ses décors parce que tout est déjà plein. Et il laisse en fait enfermer les tableaux de famille. Donc c'est vraiment une espèce de chambre de pharaon, de chambre mortuaire qu'il crée à cet endroit-là. C'est assez troublant, assez triste. Voilà. Mais alors j'ai rêvé à partir de cette salle qui me fascine, parce que quand la famille a hérité de la maison, elle a vidé le billard, et donc on ne sait pas ce qu'il y avait là. Alors moi qui ai étudié la question, ça m'intéresse beaucoup, ça me frustre beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a rassemblé des objets qui étaient encore dans les réserves à Zévaujoux à Hauteville. Est-ce que le fait de mieux connaître Victor Hugo, de le connaître aussi comme décorateur, ça nous permet de mieux comprendre le personnage et l'artiste au global? C'est important ? Je l'espère. Je pense, moi j'ai toujours du mal à attraper Victor Hugo. Il y a tellement de facettes que même au bout de 16 ans de travail acharné sur l'homme, j'ai encore du mal à l'attraper. Mais parce que c'est un univers complètement foisonnant, quoi. Il est partout à la fois. Et le public va découvrir cette facette de lui, parce que si on se parle tout à fait franchement, il y a très peu de monde qui savait que Victor Hugo était un décorateur de goût et absolument passionné. Oui, ceux qui ont fait l'effort d'aller à Guernesey le savent, parce que la maison est très très impressionnante, surtout depuis la grande restauration qu'on a fait grâce au mécénat de Pinault Collection. C'était vraiment une aventure tout à fait extraordinaire, parce qu'il s'agissait de restituer l'aspect visuel d'origine créé par Victor Hugo. Et donc là, on plonge complètement dans l'univers Hugo quand on est là. Vous nous rappelez les conditions d'accès à cette exposition ? Alors, comme l'exposition se développe sur les 2 étages du musée, exceptionnellement, pendant toute la durée de l'exposition, le musée est payant. Mais on voit des choses formidables. Hugo, décorateur, c'est à la maison. Victor Hugo, merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on passe tout de suite à l'art de vivre. Aujourd'hui, on vous parle d'un lieu iconique de l'art de vivre parisien. Célébrités, hommes politiques, chefs d'entreprise, tous peuvent revendiquer avoir au moins dîné une fois dans les banquettes de la brasserie Lippe. Les habitués côtoient les people dans un décor d'origine où le balai de serveurs immuable rassure. On va en parler avec Claude Guittard. Vous êtes l'emblématique directeur de cette brasserie Lippe. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez poussé la porte de la brasserie Lippe, ce qui s'est passé dans votre tête ? Ah oui, je m'en souviens très bien. C'était un 17 janvier 92, vous voyez. Donc c'est une date qui est ancrée dans ma mémoire. Le fait de pousser cette porte-tambour, il y en a peu à Paris, des brasseries avec des portes comme ça, et de rentrer quand même dans un lieu incroyable. Oui, de par la décoration, vous êtes pris, dès que vous poussez cette porte, vous êtes pris par la décoration, les faïences, la lumière, Bon, et puis le lieu, Saint-Germain-des-Prés aussi. C'est tout un quartier. C'est tout un quartier. Et donc toute une histoire. Exactement. Est-ce que vous y avez déjeuné ou dîné à cette occasion ? Non. La première fois que je suis rentré, c'était pour travailler. Pour le boulot. Exactement. J'étais souvent passé devant, parce que mon métier m'avait amené à travailler à Paris. J'étais souvent passé devant. Je n'avais jamais osé pousser la porte. Vous y avez commencé en tant que chef de rang avant de devenir directeur d'établissement. 30 ans au service de cette maison. Qu'est-ce que vous en retenez ? C'est d'ailleurs ce que vous décrivez dans cet ouvrage, Lippe.
est une Ce fête. que j'en retiens, c'est d'avoir pu croiser des clients que je n'aurais jamais imaginé dans ma vie pouvoir rencontrer. Parce qu'on fait plus que les croiser. Les clients et sont toujours des habitués. Donc c'est des gens célèbres que l'on voyait, que je voyais à la télé ou au cinéma ou que je lisais dans les journaux. Et vous êtes du jour au lendemain devant eux. C'est incroyable. J'aime beaucoup cette phrase de Dominique Jamais que vous utilisez dans votre ouvrage. Si la brasserie Lippe avait seulement misé sur le snobisme, elle serait vite passée de mode. C'est vrai. Exactement, parce qu'il y a vraiment un mélange de clientèle. Il y a toute cette clientèle célèbre. Qui côtoie les habitués du quotidien. Qui côtoie les habitués du quartier, parce que Saint-Germain-des-Prés est un quartier très habité. Donc il y a beaucoup des clients de la brasserie qui sont des habitants de Saint-Germain-des-Prés. Et qui ont leurs habitudes, par exemple dans des établissements comme la Brasserie Lippe, qui aiment y aller pour des rendez-vous entre amis, en famille, pour aller y déjeuner seul. Est-ce que vous diriez que c'est ça qui fait la force de cette brasserie ? Ah oui, exactement. C'est exactement ça qui fait la force de cette brasserie, parce que on y vient en famille. Il y a des familles que j'ai vu les enfants grandir. J'ai même organisé des déjeuner de mariage pour des enfants que j'avais connus tout petits. Donc ça, c'est assez émouvant de voir la fidélité de cette clientèle et puis même les clients célèbres qui, s'ils ne sont pas parisiens, chaque fois qu'ils viennent à Paris, viennent chez Lippe. Ce succès, on le doit aussi à la force de la mémoire, ces décors qui ne changent pas, ces serveurs qui paraissent immuables, ces plats réconfortants qu'on retrouve à la carte. Ça, c'est important aussi, ça installe quelque chose un peu de l'ordre d'une faille spatio-temporelle. Oh, c'est dur à dire. Faille spatio-temporelle dans laquelle on se sent bien. Oui, je crois que c'est très important. Le décor qui ne change pas, vous savez, on va dans un endroit, le décor n'a pas changé, je dirais qu'on a presque l'impression de ne pas vieillir. Alors on voit après, les garçons, le personnel est très fidèle, comme les clients. L'ancienneté moyenne, c'est 22 ans. Donc les clients nous voient vieillir et on voit vieillir les clients. Mais ça n'a pas d'importance. Et dans l'assiette, alors, qu'est-ce qui a de l'importance ? Qu'est-ce qu'on retrouve à la Brasserie Lippe ? Vous dites dans cet ouvrage que finalement, les recettes n'ont pas beaucoup changé. Non, ça fait 75 ans que, si on prend, vous parliez de la blanquette tout à l'heure, ça fait 75 ans que le mardi, c'est blanquette de veau. Donc on a une carte qui n'a pas changé à quelques détails près depuis plus de 60 ans. On retrouve les mêmes plats. C'est quoi les recettes iconiques ? Là, on vient de parler de la blanquette. Alors, on vient de parler de la blanquette, le bœuf gros sel le week-end, parce que ça, c'est un plat aussi mythique, mais il y a un foie de veau à l'anglaise. Il y a plein de choses qui reviennent régulièrement toutes les semaines. Et on avait, par exemple, des clients qui venaient que le mardi pour la blanquette. Ça, c'est génial. C'est vraiment des habitudes. C'est quelque chose qui fait qu'on se sent bien dans une ville. Aussi, aller manger sa blanquette le mardi chez Lippe. Tout à fait, parce que ce sont des plats qu'on fait plus chez soi. C'est des plats de grand-mère. Des plats de grand-mère qui demandent du temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de cuisiner. Donc, on retrouve ces odeurs d'enfance dans des plats aussi mythiques. Il y avait une poignée de privilégiés, vraiment quelques-uns qui demandaient du sur-mesure. Ils n'étaient pas nombreux. Non, ils n'étaient pas nombreux. Avoir le droit à des plats légèrement twistés. Les habitués ont droit à des privilèges. Par exemple. Si je pense à quelqu'un, vous m'en parlez, je pense à Marcello Mastroianni. Oui. Lui, il venait, il adorait s'asseoir table 10, c'était sa table préférée. Et lui, il demandait une salade de haricots blancs tiède avec des échalotes. Ok. Ça n'existe pas sur la carte. Donc, quand il venait, on lui prévoyait. Mais oui, on savait qu'il venait, on savait qu'il aimait ça, Génial. Donc on prévoyait. Vous dites qu'en passant 30 ans chez Lippe, vous avez eu le sentiment d'une fête ininterrompue. Vous y avez croisé Belmondo, Mitterrand et Mazarine, Bill Clinton, Madonna, Kate Moss. Chacun avait ses habitudes. Madonna la choucroute, Kate Moss dansait sur les tables, Lucchini écoute les haricots verts, décidément, en récitant ses textes. Ça, c'est génial. C'est une panoplie de souvenirs et d'anecdotes. Tout à fait. Ça, c'est drôle, les haricots verts, parce que ce sont les chefs de rang qui, l'après-midi, écoutaient les haricots verts pour le service du soir, parce que tous les produits sont frais. Et ça se passait dans la salle du fond. Et Fabrice Lucchini, quand il jouait au théâtre du Vieux-Colombier, il venait répéter l'après-midi. En écoutant les haricots verts. En écoutant les haricots verts avec Génial. le personnel. C'était pour eux des moments de rêve. C'est un peu une scène de théâtre pour moi, la Brasserie Lippe, avec un casting 5 étoiles et puis des rebondissements en permanence, des histoires un peu folles qui s'y passent. C'est aussi la fresque d'une époque. Complètement. Mais c'est une époque qui dure, c'est aussi ce qui est rassurant. Vous voyez, pour moi, les chefs de rang et les maîtres d'hôtel, ce sont un peu les acteurs du théâtre, quoi. Et pour une fois, ce sont eux qui jouent le spectacle. Et là, il n'y a pas de turnover à la Brasserie Lippe. Non, il y a très peu de turnover. Ce sont des habitués, eux aussi. Oui, tout à fait.
peut-être comme moi, quand je suis rentré, je ne pensais pas y rester aussi longtemps, mais dès qu'on... Vous auriez signé pour 30 ans en arrivant ? Non, bien sûr que non, mais je ne me doutais même pas. Mais on est dans un cocon, je ne sais pas. Il y a un vrai esprit de famille. Quand on côtoie du personnel les mêmes pendant 22 ans... On se connaît par cœur, on est une famille, non ? Voilà, on n'est plus dans des relations professionnelles, on est une vraie famille. Parmi les anecdotes, Jacques Chirac qui venait pour de la cuisine de bonne famille, il ne pourrait plus dire ça aujourd'hui. On parlait de la cuisine de grand-mère tout à l'heure. Il se ferait taper sur les doigts, table 24, la plus éloignée possible, évidemment, de la table de Mitterrand. Tout à fait. La une. Mais il y avait quand même un armistice quand ils arrivaient à la brasserie. C'était assez drôle. On pouvait les voir s'invectiver sur des plateaux de télévision. Et puis après, serrer la main. Je vous rassure, c'est pareil chez nous. Et voilà, ce sont des choses qui arrivent, heureusement. Vous écrivez qu'Kate Moss était différente, divine. Vous l'avez vue sauter au-dessus d'une table pour aller aux toilettes. Pour autant, elle n'était jamais vulgaire. Elle avait quelque chose d'incroyable. Elle a toujours quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas pourquoi j'en parle au passé. Elle a toujours quelque chose d'incroyable parce qu'elle dure de façon impressionnante. Comme la brasserie Lippe. Comme la brasserie Lippe, oui. Non, mais surtout, elle a un naturel, une simplicité, un charme à nul autre pareil. Et ça ne la quittera jamais, en plus, c'est assez génial. Mais je crois que ça ne la quittera jamais. Elle est restée simple, d'une enfance modeste. Elle a connu quand même la gloire incroyable. Il n'y a aucune modèle qui a cette gloire-là, et elle est restée très, très simple et quelle très femme abordable. Et quelle photo qu'on découvre, évidemment, pendant que vous nous racontez ça. Madonna, une provocatrice, une diva, une sex symbole, qui mange une choucroute au premier étage de la brasserie Lippe. Oui, parce qu'ils étaient nombreux quand elle a appelé, ils étaient, je ne sais pas, 25 ou 30, donc installés au Débeauté. Vous vouliez les mettre au paradis. Et donc, on voulait les mettre au paradis. Expliquez-nous ce que c'est le paradis, parce que là, vous le dites de manière extrêmement naturelle. Alors, la brasserie est composée de 3 pièces, en fait. La première pièce, en rentrant, qui est appelée le paradis, parce que c'est l'endroit où on installe les gens connus, les gens célèbres. Oui. Et puis, c'est l'endroit où, dès qu'on pousse la porte tambour, on voit tous ses clients. Donc, il y a quand même des clients qui aiment être vus et qui aiment bien voir ce qui se passe. Donc là, c'est le paradis. La salle du fond, c'est le purgatoire. Et le premier étage, c'est l'enfer. Bon, c'est pas nous. Nous ne sommes pas à l'origine de cette description. Ce sont des journalistes qui ont un jour dit ça. Et c'est vrai qu'elle a été installée en enfer, mais il n'y avait pas d'autre place. Et comme elle ne savait pas... Je crois qu'elle aime bien ça, l'enfer. Hein. En plus... Mais elle ne connaissait pas la dénomination des salles, donc ça ne l'a pas gênée. Qu'est-ce que vous commandez, vous, quand vous allez à la brasserie Lippe ? C'est quoi votre plat préféré ? Alors, mon plat préféré, moi j'adore le cervelas rémoulade ou les œufs mayonnaise, des plats de brasserie. Des vrais plats de brasserie ? Oui, des vrais plats. Et puis, oui, la blanquette, bien sûr, mais une choucroute. On ne mange pas souvent de la choucroute, on n'en fait pas chez soi. Enfin, moi, je n'en ferai pas chez moi. Donc, c'est l'occasion de la déguster à la brasserie Lippe. Exactement. Il y a une anecdote qui vous a marqué pour toujours. Quand vous pensez à la brasserie Lippe, la première image qui vous vient en tête ? Il y en a tellement de choses. Oui, il y a beaucoup de choses, mais si on revient à Kate, parce qu'en 92, moi je l'ai rencontrée en 92. Vous êtes un peu tombé amoureux de Kate Moss, hein ? Oui, un petit peu. Et alors, moi je rentrais d'Angleterre, j'avais habité 5 ans en Angleterre, à côté de son quartier de naissance. Bon, elle vient pour cette photo magnifique faite par Arthur Elgort, qui était un photographe mythique. Et elle ne parlait pas français, et dans la brigade, il y avait peu de gens qui parlaient anglais, donc on a tout de suite, on s'est mis à parler, on a sympathisé. Et ça dure, il y a 2 ans, elle est venue fêter ses 50 ans. Oh, génial. Et elle est remontée sur une table. Vous avez fait la photo ? Et elle m'a envoyé, parce que moi, je n'étais plus là, mais elle a fait une photo, elle me l'a envoyée. Oh, trop mignon. Voilà, ça, c'est des anecdotes qui marquent une vie. Je rappelle que vous avez été un directeur emblématique de cet établissement génial, la brasserie Lippe, et que vous êtes l'auteur de cet ouvrage que vous avez apporté. Lippe est une fête. Merci beaucoup, Claude Guittard, et merci de nous avoir partagé une page de l'histoire de Paris avec ce lieu qu'on adore découvrir et redécouvrir. Moi, je suis une amoureuse de gastronomie. Alors, vous m'avez donné l'eau à la bouche. J'ai très envie de goûter cette blanquette du mardi. Tous les mardis, c'est ça. Exactement. Et le mercredi ? Le mercredi, c'est foie de veau. Oh, magnifique. À l'anglaise, donc des petites onion rings. Enfin bon, voilà, un petit truc pas mal du tout. Très bien, c'est noté. Un grand merci, Claude Guittard. À très bientôt sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on se retrouve, nous, demain à 19h dans l'émission. J'aurai le plaisir de vous y retrouver. Et puis vendredi, ça sera Damien Canivez. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. À demain.